retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par un retour des tensions géopolitiques avec ces questions d'incursion d'avions russes au-dessus du territoire de l'OTAN. On voit que des sources médias, des sources Bloomberg notamment, ont indiqué que les Européens avaient bien en garde le Kremlin sur la possibilité d'abattre les avions ou les drones qui se présenteraient au-dessus du sol donc de pays de l'OTAN. Le Kremlin qui de son côté répond que ce serait une escalade. Donc on voit qu'il y a des signaux géopolitiques qui sont toujours relativement négatifs. Ça n'a pas fait beaucoup réagir, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Les matières premières, on voit que sur les prix du gaz, il n'y a pas eu de mouvement particulier. Sur le prix du pétrole, ça a un petit peu rebondi, mais c'est pas forcément lié à cette actualité. Simplement on note quand même que ce facteur géopolitique a fait un petit peu son retour ces derniers jours, dernières semaines et même déjà depuis une quinzaine de jours. Après les autres actualités de la semaine, il y a notamment eu une actualité assez marché finalement, avec ce rebond qu'on observe depuis, un rebond à la fois sur les taux et sur le dollar, qu'on observe depuis une grosse dizaine de jours maintenant, depuis la décision de la Fed la semaine dernière au niveau de sa politique monétaire. On observe effectivement que les taux américains, si on prend par exemple le cas du 10 ans américain, eh bien, il était à 4% le soir de la Fed et il a remonté ces derniers jours de la zone des 4,2% et on observe que le dollar index également, c'est-à-dire le dollar par rapport aux principales devises, eh bien également retrouvé des couleurs. Et l'explication, elle vient d'où? Elle peut venir de plusieurs facteurs. Déjà le fait que le soir déjà de la réunion de la Fed, Jérôme Powell n'a pas donné de trajectoire trop précise non plus en termes de rythme de baisse de taux. Il a bien annoncé la baisse de taux, c'est une décision donc, qui appartient à la Fed et aux membres du FOMC, mais dans son discours post-réunion, il n'y a pas eu d'éléments forcément très dynamiques sur le rythme des baisses de taux. Et d'ailleurs, après la réunion de la Fed, quelques jours plus tard, plusieurs speakers de la Fed se sont exprimés, là aussi, pour laisser entendre qu'il n'y ait pas de trajectoire prédéfinie sur les taux. Ça, on le sait déjà. On sait que la Fed ne s'engage jamais trop à l'avance sur un taux final ou autre. Mais le fait d'avoir eu effectivement un Jérôme Powell qui n'a pas voulu trop loin non plus sur le rythme des baisses de taux et des membres de la Fed expliquant qu'effectivement il n'y ait pas d'empressement non plus à baisser les taux et qu'il n'y ait pas de nombre de taux prédéfinis en termes de nombre de baisses de taux prédéfinis, eh bien on a vu effectivement le dollar et les taux remonter. C'est aussi lié aux chiffres macro que nous avons eu côté États-Unis ces derniers jours. On a eu pas mal de chiffres qui sont ressortis au-dessus des attentes, que ce soit les commandes de biens durables par exemple, certains indices d'activité régionaux. On a également eu les chiffres du PIB, chiffre final donc du PIB au T2 qui a été révisé en hausse par rapport aux estimations précédentes, mais surtout, et je pense que ça vient surtout de là, on a eu pendant 2 semaines consécutives eh bien, à nouveau une petite détente des inscriptions hebdomadaires au chômage. On rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, on avait eu un chiffre au-delà de 260 000 qui marquait son plus haut niveau donc depuis 2021. Et on sait que la Fed a notamment pivoté et donc a repris les baisses de taux en septembre. Par rapport à cette question de l'emploi, Jérôme Powell a bien fait comprendre que c'est surtout sur les questions de ralentissement du marché de l'emploi que la Fed avait décidé de reprendre, en tout cas de réannoncer une nouvelle baisse de taux. Et donc d'avoir vu ces derniers jours, deux dernières semaines en tout cas, des statistiques de l'emploi un petit peu meilleures que prévu, eh bien on a vu que le marché a un petit peu ajusté au niveau des taux et au niveau du dollar et également au niveau des probabilités de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Alors après on peut dire oui, mais les membres de la Fed dans leur projection ont quand même indiqué qu'il y avait de la place cette année pour 3 baisses de taux, incluant donc celle de septembre, ce qui voudrait dire encore potentiellement 50 points de base de baisse de taux sur 2 réunions. Ça, il s'agit effectivement de projections des membres de la Fed. C'est ce qu'ils pensent possible comme trajectoire si les données économiques qui leur parviennent justifient ce scénario. Il est évident que si les chiffres de l'emploi ou les chiffres d'inflation vont dans un sens qui n'est pas compatible avec de nouvelles baisses de taux, ça peut évidemment changer. Donc il semble que ce soit ça cette semaine qui ait provoqué ce mouvement. Alors c'est pas un mouvement dramatique non plus, mais c'est un petit rebond d'une vingtaine de points de base du taux 10 ans américain, puis le dollar également, on l'a vu, qui a retrouvé quelques couleurs par rapport aux principales devises. Voilà pour cette actu sur cette partie-là. On note également alors l'inflation aux États-Unis. On attendait avec pas mal d'impatience l'inflation PCE en cette fin de semaine. Là, donc, nous sommes vendredi au moment où j'enregistre ce podcast, il est 17h30. On a eu des chiffres d'inflation PCE qui sont tombés. Les chiffres d'inflation PCE, donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tombés en ligne avec le consensus. Donc, on n'a pas eu de surprise à la hausse pour les chiffres d'inflation. Cependant, on est quand même toujours sur des niveaux qui n'autorisent pas non plus la Fed à être trop souple. Je prends par exemple le cas de l'inflation sous-jacente. Elle est à 2,9%. L'objectif, c'est toujours 2%. Et c'est le même niveau
niveau que le mois dernier. Et sachant qu'on a eu également sur les 3-4 derniers mois plutôt une phase de rebond de l'inflation que l'inverse. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de poussée supplémentaire d'un mois à l'autre pour l'inflation sous-jacente, mais en revanche, il n'y a pas non plus de détente. Et on est sur des niveaux qui sont toujours proches des 3% finalement, hein, donc toujours à bonne distance de l'objectif de la Fed. Cependant, on a vu que le marché n'a pas trop réagi au niveau du marché action. Au niveau des taux, c'est un petit peu redressé. On a eu 3-4 points de base de plus sur le taux 10 ans après les chiffres d'inflation PCE. On a également donc une actualité aux États-Unis toujours assez riche, notamment avec les questions du shutdown. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, les démocrates et les républicains doivent régulièrement s'entendre d'un point de vue politique pour fixer le niveau des dépenses à venir dans les mois qui viennent. Et s'ils n'y arrivent pas, donc s'ils n'arrivent pas à fixer ce niveau de dépenses, à s'entendre sur le type de dépenses également, hein, que l'on met en place ou pas, eh bien ça donne lieu à des risques de fermeture des administrations, ce qu'on appelle le shutdown, parce qu'effectivement il y a une nécessité de relever à un moment donné le plafond de la dette, et si on ne s'entend pas là-dessus, eh bien s'il n'y a pas d'entente de point de vue politique, il y a ce qu'on appelle un shutdown, c'est-à-dire une fermeture de certains services administratifs aux États-Unis où les fonctionnaires ne sont donc plus payés, où certaines entités administratives ne fonctionnent plus et donc ne peuvent plus fournir les données économiques, hein, les bureaux de statistiques ou autres, s'ils ne tournent pas, il n'y a pas de statistiques qui sortent. Donc ça n'a jamais été très grave dans l'histoire américaine, dans l'histoire des marchés, les shutdowns. On en a déjà vu dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, parfois certains qui duraient plusieurs semaines. Simplement, si shutdown il devait y avoir, on a l'impression quand on entend les dernières déclarations à la fois du président américain, de certains responsables démocrates ou républicains, on a l'impression que beaucoup d'entre eux ne semblent pas prêts à faire des concessions pour éviter le shutdown. Donc on a l'impression, au moment où on se parle, que le risque de shutdown est quand même relativement élevé aux États-Unis. Donc après, la deuxième question que ça soulève, c'est est-ce que c'est grave pour le marché? Je dirais que c'est en tout cas un élément qui est plutôt négatif, même si historiquement ça n'a pas eu un impact délirant sur les marchés. Un shutdown n'est jamais une vraie bonne nouvelle, parce que si vous avez plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de fonctionnaires qui ne sont plus payés à un moment donné, eh bien cela peut présenter aussi une forme de manque de confiance, un petit peu de risque aussi pour la consommation, et plus le shutdown dure, plus ce risque va se présenter. Donc je dirais que dans un contexte où le marché est quand même relativement cher, ça c'est le moins qu'on puisse dire, on a déjà beaucoup parlé dans les lives précédents, dans les podcasts précédents, quand un marché est plutôt orienté et plutôt price la perfection, comme c'est le cas actuellement, eh bien tous les événements qui viendraient perturber un petit peu ce scénario très rose pour les marchés, eh bien pourraient avoir un impact effectivement. Tout événement pourrait avoir un impact sur les marchés vu les niveaux de valorisation. On note aussi que cette semaine, il y a eu quelques petites prises de gains sur les marchés actions aux États-Unis. C'est pas dramatique, on a vu la volatilité grimper un petit peu. Le VIX, grosso modo, qui était il y a quelques jours aux alentours de 14, il est passé aux alentours de 17, voire un petit peu au-dessus. Et on a vu que les marchés actions ont un peu moins bien digéré le dernier mouvement sur les taux et sur le dollar. Voilà, donc si le shutdown vient s'ajouter à ça, vous voyez que les derniers jours, en tout cas, on n'a pas encore la fin de journée, on verra comment clôture les marchés, mais globalement, sur les derniers jours, c'était quand même plutôt une phase de légère prise de gain sur les marchés américains plutôt que l'inverse. Et donc un shutdown qui viendrait se greffer là-dessus, normalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la confiance normalement. Voilà pour cette actualité. Quelques nouvelles taxes qui ont été annoncées par Donald Trump aujourd'hui. Donc on n'a toujours pas fini avec ces questions commerciales. De nouvelles taxes ont été annoncées sur des médicaments, des choses comme ça. On a également eu cette semaine des chiffres d'activité aux États-Unis, les fameux indices PMI. Donc on a eu les PMI aux États-Unis, que nous montre ces indices d'activité. Alors, ils n'étaient pas mauvais, il n'y a pas de contraction, de choses comme ça, ils étaient sur un niveau tout à fait correct. Simplement, c'est la dynamique en place sur les dernières publications PMI, sur les 2-3 derniers mois, qui font dire aux chefs économistes de S&P Global, donc qui publient ces PMI, que ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, certaines entreprises ont un peu plus de mal à relever leurs prix, donc une sorte un peu de manque de pricing power, où les grosses entreprises américaines ont un peu plus de difficultés à finalement répercuter les hausses de prix, qu'elles soient liées aux taxes douanières ou à autre chose, et parce que les consommateurs ont aussi potentiellement un peu plus de mal à absorber ces hausses de prix. Donc ce qu'il conclut, ce chef économiste, il dit que c'est plutôt bien pour les anticipations d'inflation, parce que ça devrait limiter un petit peu le risque de nouvelles poussées fortes de l'inflation, même s'il y a quand même un petit impact sur les prix, on le voit sur les données d'inflation de ces 2-3 derniers mois. Mais il dit en revanche que c'est du coup les entreprises qui vont devoir absorber ça
au niveau de leur marge. Donc on voit que le débat commence à aller un petit peu, ou en tout cas que l'observation commence à aller un petit peu sur la question des marges des entreprises, et peut-être un peu moins sur la question d'une grosse poussée d'inflation liée aux taxes douanières, mais plus finalement sur une absorption par les entreprises, on va dire, qui sont entre les consommateurs et entre les exportateurs, donc entreprises américaines, qui absorberaient du coup une partie de ces taxes douanières sur leur marge. Donc ça c'est un élément à suivre, parce que dans un contexte où encore une fois les marchés sont richement valorisés, moins de marge, donc moins de bénéfices, et donc des multiples de valorisation qui peut être un peu questionné si effectivement les entreprises doivent absorber une grosse partie de ces taxes douanières, de l'effet des taxes douanières. On rappelle les taxes douanières, l'administration américaine avait évalué que ça allait rapporter entre 300 et 600 milliards de dollars à l'année au Trésor américain. Donc on voit comment ça se mesure d'un point de vue après de l'impact possible sur les entreprises américaines et en partie aussi sur les consommateurs. Au niveau des indices d'activité en zone euro, on a eu les PMI en zone euro qui ont été publiés donc cette semaine. Alors la France, pas terrible, les deux indices d'activité sont contractés, manufacturiers et services. Par contre, pour l'ensemble de la zone euro, si on prend le PMI global, donc ce qu'on appelle le PMI composite, il s'affichait un plus haut de 16 mois. Donc ça s'inscrit un petit peu en ligne avec ce qu'on avait vu de la Banque Centrale Européenne dans les dernières anticipations. On rappelle que la BCE avait un petit peu relevé ses prévisions de croissance pour cette année, et les PMI dans leur globalité pointent également dans ce sens-là. Donc plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, s'il devait y en avoir une, c'est qu'effectivement c'est quand même la France qui n'était pas terrible sur ses PMI avec ses deux indices contractés. Ceux de l'Allemagne est un petit peu meilleur, notamment sur la partie des services. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de cette semaine d'actualité. Un dernier petit point marché avant d'aller sur le programme pour la semaine prochaine. On a noté cette semaine quelques prises de gains sur les cryptos, ça a déjà commencé dès lundi. Pourquoi on s'intéresse à ça durant ce podcast? Parce que on avait remarqué que dans les années précédentes, il y avait une phase comme ça, fin 2021, où les cryptos avaient commencé à corriger de manière un peu dynamique, et ça avait été un signal avancé pour les indices actions américains, notamment le Nasdaq. En gros, le signal était arrivé à partir de fin octobre, début novembre, sur les mouvements sur les cryptos à l'époque, et puis les indices avaient commencé à corriger à partir de début janvier. Donc l'histoire ne se répète pas forcément, mais dans le classement des classes d'actifs, on va dire, celle qui est toujours perçue comme plus risquée que les actions, ce sont les cryptos. On ne peut pas dire que les cryptos, d'un point de vue de l'investisseur, qu'il soit professionnel ou autre, soient considérés comme moins risqués. Donc si on voit que sur une classe d'actifs, il y a quelques prises de gains qui s'opèrent de manière assez rapide dans l'espace de quelques jours, c'est peut-être un signe que ensuite sur l'étage du dessous, à savoir les actions, les actifs risqués mais un peu moins risqués que les cryptos, et bien peut-être que vous voyez sur les échelons comme ça de la fusée, bien juste en dessous vous avez la poche action qui pourrait ensuite être allégée, et notamment les composantes qui ont le plus grimpé ces derniers temps, à savoir les composantes technologiques, et évidemment on pense au Nasdaq. Voilà pour ce podcast. Juste en quelques secondes le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On aura lundi une journée assez pauvre en statistiques, quelques speakers de la Fed qui vont s'exprimer, toujours intéressant à surveiller, ainsi que les ventes de logements neufs aux États-Unis. Mardi, on aura les indices d'activité pour la Chine, importance en ce moment où on cherche toujours à cerner la dynamique de croissance en Chine qui est pas très forte, qui n'est pas non plus catastrophique. Donc les PMI peuvent nous donner une autre indication de ce degré d'activité. On aura la décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura également, ça c'est pas mal pour l'Europe, ça va être intéressant, les détails sur les ventes, les ventes au détail en Allemagne et en France, donc des données sur la consommation dans les pays européens, un discours de Christine Lagarde. On aura également mardi la première donnée de l'emploi aux États-Unis avec le chiffre JOLTS, des emplois donc vacants aux États-Unis, ainsi que la confiance des consommateurs. Et donc vous allez voir que la semaine prochaine sera la semaine de l'emploi américain, donc qui sera couronné à vendredi par le rapport sur l'emploi. Mais donc tout au long de la semaine, il y aura des stats. Le mercredi, par exemple, on aura le chiffre ADP, toujours, deuxième chiffre de l'emploi aux États-Unis qui sera publié donc mercredi prochain. On aura également les chiffres d'inflation en zone euro le matin, réunion de l'OPEP. On aura également, attention, c'est important ça aussi, les indices d'activité pour les États-Unis avec l'ISM manufacturier. Ça sera le mercredi. Le jeudi, important de le suivre, toujours ce chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage. On l'a dit il y a quelques instants, les deux dernières publications, ces 2 dernières semaines, étaient un peu meilleures que les précédentes. Donc ça a contribué notamment au redressement des taux américains et du dollar. Donc on surveillera avec beaucoup d'attention la semaine prochaine ce chiffre. On aura les commandes industrielles jeudi prochain également pour les États-Unis. Puis on finira la semaine, donc je vous le disais, par le rapport sur l'emploi avec le chiffre NFP, des créations d'emplois, gros repère donc pour la Fed, où on aura les créations d'emplois, le taux de chômage, l'évolution des salaires. Donc voilà, un rapport
complet. On aura également juste avant ça, vendredi, un discours du gouverneur de la Banque du Japon. On parle un peu moins du Japon ces derniers jours et pourtant il faut toujours le surveiller parce que les taux se sont beaucoup redressés au Japon ces derniers mois. Et donc dans un environnement où voilà, c'est une situation quand même assez inhabituelle pour le Japon, voilà, tout commentaire de la Banque du Japon et tout mouvement sur les taux est à surveiller. On aura également pour terminer vendredi l'indice d'activité dans les services aux États-Unis avec l'ISM Service, donc un gros indice également important pour mesurer le sentiment des grosses entreprises américaines du secteur des services en termes de prix, en termes d'emploi, en termes de commandes. Voilà pour ce podcast. Très bonne fin de journée à tous, bon week-end et rendez-vous lundi dès 11h pour un live marché sur la chaîne YouTube de IG France. Bon week-end.